Lorsque Carl Sagan, qui était un scientifique célèbre et surtout un vulgarisateur célèbre, était professeur assistant à l'université de Harvard, il enseignait l'exobiologie. Et un certain nombre de ses collègues qui étaient un petit peu fâchés de le voir enseigner la vie extraterrestre murmuraient qu'il était en charge d'enseigner une discipline qui n'avait pas d'objet. Et lorsque Jean-Pierre Changeux m'a fait l'amitié de m'inviter à ce colloque, j'en étais très reconnaissant, mais en même temps je me suis dit, me voilà à parler pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure de quelque chose qui n'existe pas. Et je pense vous montrer qu'on n'a pas à proprement parler de forme d'art néandertalien. Et donc je me suis empressé de modifier le titre de la communication qu'il m'avait suggérée en me promettant de parler plutôt des comportements symboliques. Alors, les symboles, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Un symbole, c'est quelque chose qui sert à représenter un objet, une action, un processus, mais qui en est distincte, une fonction de représentation. Et on sait que même les animaux sont capables de manipuler des symboles. Alors, en s'attaquant aux Néandertaliens par cet angle-là, évidemment, je me suis rendu compte que ça permettait de s'intéresser à de nombreuses questions, et je vais vous faire voyager à travers cette espèce de poster que je vous ai présenté. J'espère que je ne vais pas vous donner trop le mal de mer, parce que c'est un logiciel nouveau que je n'ai pas encore beaucoup manipulé. Mais surtout, ce que je voudrais vous montrer en vous faisant voyager à travers ce réseau, c'est qu'on va constamment osciller entre culture et biologie. Et j'espère, à la fin de mon exposé, vous convaincre qu'il est difficile de parler d'évolution humaine sans parler de l'interaction entre culture et biologie. Et donc, on va s'intéresser à la question des formes et du comportement symbolique du point de vue biologique et du point de vue culturel. Et pour commencer, je voudrais rapidement traiter d'un sujet qui est un petit peu marginal, si je peux dire, mais que je pense important. C'est celui de l'image des Néandertaliens, de la représentation des Néandertaliens. Alors très vite, on a été capable, dès le début du XXe siècle, de produire des reconstructions anatomiques qui sont, ma foi, assez fiables. Mais quand il s'est agi de mettre cette reconstitution anatomique, si je peux dire, en scène, avec des poils, des outils, des armes, alors là, évidemment, ce qui est immédiatement apparu, c'est une représentation de l'idée qu'on se faisait des Néandertaliens, et donc à travers d'ailleurs cette représentation, une représentation que l'on se fait de nous-mêmes aux origines et dans la nature. Et comme vous le voyez, il y a eu des variations assez extrêmes dans ces représentations-là. Et j'attire simplement votre attention que de parler des comportements ou des capacités cognitives des Néandertaliens, ce n'est pas un sujet anodin. En fait, c'est très chargé idéologiquement, si je peux dire. Et évidemment, chaque époque a produit des images qui sont, je crois, plus le reflet de l'époque que de ce que faisaient vraiment les Néandertaliens. Alors, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, des sociétés qui n'avaient aucun complexe en étant racistes ou bellicistes, volontiers représentaient les hommes de la préhistoire sous la forme de brutes, hirsutes et anthropophages. Alors aujourd'hui, évidemment, on est beaucoup plus enclin au pacifisme, au féminisme, à l'écologie, et c'est vrai qu'on aime à représenter les hommes du passé, même très éloignés de nous, sous une forme qui est, j'allais dire, très proche. Alors au-delà de ce biais culturel, il y a une question qui est plus sérieuse, qui est celle de savoir si, dans le fond, les différences qu'on observe, en particulier dans le registre archéologique, entre Néandertaliens et hommes modernes, c'est quelque chose qui est le résultat de capacités intrinsèques, ou si c'est simplement un problème historique d'accumulation, d'innovation. Jules César n'avait pas la Porsche Panamera qui a causé tant de soucis à DSK avant qu'il en ait d'autres.
parce que Mercedes n'avait pas été encore établi comme une firme, l'automobile n'avait pas été inventé, ce modèle, Porsche n'avait pas été encore établi comme firme, et ce modèle n'avait pas été encore fabriqué. Mais dans le fond, on a aujourd'hui des gens qui pensent que les Néandertaliens sont des gens qui ne produisaient pas le même genre d'objet que nous, ou n'avaient pas le même genre de comportement de nous, simplement parce qu'ils ont vécu 60 000 ans avant l'invention du téléphone portable, et que ce n'est pas de chance, mais pourrait très bien être là à ma place à parler du comportement symbolique des hommes modernes. Ah, ça commence. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais insister sur un point qui est très important. Vous avez tous vu déjà cette fresque qui montre l'évolution humaine. Elle a été produite par un artiste qui est un petit peu oublié, qui s'appelle Rudolf Zallinger, qui l'a publié dans ce bouquin en 1965. Et cette fresque a été depuis très souvent copiée, pastichée, si je peux dire. Mais elle porte une idée qui est une idée fausse, mais qui a été une idée très j'allais dire, à la mode dans les années 60-70. C'est l'idée que l'évolution humaine, c'est une progression linéaire avec une série d'espèces qui s'enchaînent les unes derrière les autres et qui montre à la fois un progrès biologique et un progrès technique. Et vous voyez que les derniers de la file, là, sont très proches de nous, ils sont grands, ils sont beaux, et dans le fond, ils sont préfigurés par toute une série d'ancêtres qui représentent des intermédiaires entre une espèce de singe qui ressemble à un gibbon et l'homme actuel. Alors, dans la réalité, ce qu'a montré la recherche depuis 20 ou 30 ans, c'est que l'évolution humaine, c'est un processus beaucoup plus compliqué que ça. Voilà un arbre phylogénétique parmi tant d'autres que j'ai placé là et qui vous montre qu'on a identifié au cours des 6 ou 7 derniers millions d'années à peu près une quinzaine d'espèces, on pense que c'est des espèces différentes, domininées, et de façon plus importante, à n'importe quelle espèce, à n'importe quelle époque du passé, plusieurs de ces espèces ont coexisté sur la planète, parfois même dans les mêmes régions. Alors, c'est quelque chose qui est très très difficile pour nous à imaginer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce humaine, elle est très homogène et elle a peuplé toute la planète. Donc c'est une image très très différente de cette parade, de cette marche des hominidés que je vous ai montré tout à l'heure. Alors dans cet arbre très compliqué, on va s'intéresser à la coexistence de deux espèces qui sont les dernières, là au bout, le présent il est ici, et c'est cet homme de Néandertal et cet homme moderne, cet Homo sapiens. Alors quand on les regarde de plus près, on voit immédiatement qu'ils ont dans leur crâne, dans leur morphologie, des différences anatomiques très importantes. En particulier, vous voyez, le massif facial est très différent. J'attire votre attention aussi sur le fait que la boîte crânienne est très différente. Vous voyez, les hommes modernes ont des bosses pariétales très développées, alors que les Néandertaliens ont une boîte crânienne beaucoup plus allongée, beaucoup plus basse, même si, dans les deux cas, le cerveau a une taille à peu près comparable. Et évidemment, ces différences de forme de la boîte crânienne traduisent, en partie en tout cas, des différences de forme du cerveau. On va y revenir dans un instant. Alors, avant de comparer ces deux groupes et leur comportement, je voudrais insister sur un point ou deux qui me paraissent importants et qui ne sont pas souvent discutés. C'est le fait que si on compare la divergence entre ces deux lignées qui se placent il y a à peu près 1,5 million d'années, c'est le chiffre que les généticiens nous donnent, et dont l'une a émergé en Afrique pendant que l'autre émergeait dans l'ouest de l'Eurasie, eh bien on a un laps de temps qui est relativement court, des phénotypes qui sont très différents. Si vous montrez ces deux crânes à des enfants de maternelle, ils sont capables de vous dire qu'ils sont très différents. Et si vous placez un crâne de Néandertalien au milieu d'une collection d'hommes modernes, immédiatement les enfants vont reconnaître qu'il y a là quelque chose qui est très bizarre. Si on compare ce qui se passe dans le voisinage de notre arbre phylogénétique avec des primates, la situation est bien différente. Je ne sais pas lequel d'entre vous est capable de me dire où se trouve le bonobo et où se trouve le chimpanzé commun. Il faut être un vrai spécialiste pour faire la différence. Or, on a affaire à des espèces qui sont séparées depuis un temps beaucoup plus long. Et donc ça, c'est
une question qui est assez difficile à résoudre pour l'instant. Il y a un processus d'évolution morphologique très rapide chez les hominidés qui est peut-être lié au fait que la dérive génique est très importante à cause de conditions démographiques particulières de leur évolution. Il y a un autre aspect qui sépare les hommes des grands singes, et c'est un caractère qui est lié à leur diversité génétique. Les généticiens utilisent un concept qui est celui de la taille de la population effective. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de taille de la population effective ? C'est le nombre d'ancêtres qu'il faut dans le passé pour expliquer la diversité génétique dans le présent. Et quand on calcule ce chiffre pour l'humanité actuelle, 7 milliards d'hommes, on arrive à un chiffre qui est très très faible, de l'ordre de 10 000 individus. Pour vous donner un ordre de comparaison, avec ces grands singes-là, avec le chimpanzé, on a pour 300 000 chimpanzés vivants dans un passé récent en Afrique, une taille de la population effective de 60 000. Et on s'interroge pour savoir pourquoi cette taille de la population effective est très faible chez les hominidés. Alors c'est peut-être parce qu'il y a des goulots d'étranglement démographique, c'est peut-être pour d'autres raisons, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors sur le plan comportemental, ce que l'on sait, c'est que le rameau qui mène à l'homme actuel, le rameau africain, eh bien, il va développer, pas immédiatement il y a 500 000 ans, mais disons au cours des 100 derniers ou 150 derniers 1000 ans, un certain nombre de comportements qu'on a l'habitude de lister dans ce qu'on appelle la modernité culturelle. Et ces comportements sont des comportements qui sont à la fois dans le registre technologique, dans le registre économique, et puis il y a une catégorie à part qui sont ces fameux comportements symboliques. Un des problèmes de cette liste, c'est que, en regardant de plus près le registre archéologique, on s'est rendu compte d'une part que ces caractères n'apparaissaient pas simultanément, mais qu'ils apparaissaient de façon graduelle dans le temps, et puis surtout qu'un certain nombre d'entre eux, ceux qui sont en noir, eh bien, s'observent chez d'autres groupes d'hominidés, en particulier chez les néandertaliens. Donc il n'y a pas une émergence, je dirais, adamique d'un homme moderne avec tous ces comportements modernes, c'est plutôt une accrétion, et cette agression, elle semble démarrer en Afrique, et dans des industries qu'on appelle les industries du Middle Stone Age, qui sont bien représentées surtout en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, on a alors, hier, je vous aurais dit 70 000 ans, mais il y a un article qui vient de sortir dans Science aujourd'hui, qui date un morceau d'ocre comme celui-là de 100 000 ans, et on a, dans un certain nombre de gisements, des manifestations archéologiques qu'on peut faire rentrer dans cette liste de la modernité culturelle. Alors ça concerne la production d'outils stéréotypés, l'utilisation de matières organiques d'origine animale, et puis surtout l'utilisation de pigments, l'apparition de signes géométriques, et puis des objets qu'on considère comme des ornements corporels, une espèce de bijoux si vous voulez, des coquillages essentiellement, qui sont exportés loin de leur lieu d'origine et qui sont percés pour fabriquer des colliers ou pour être cousus sur des vêtements. Il faut ajouter à cette liste des comportements qui sont en particulier des comportements funéraires. Et vous allez voir, dans un instant, je vais vous montrer une sépulture néandertalienne. Ce qui est intéressant avec ces premiers hommes modernes, c'est que ces sépultures ne sont pas simplement l'ensevelissement d'un corps, ce sont dès 90 000, 100 000 ans au Proche-Orient, des défunts qui sont inhumés avec toute une série d'objets, de dépôts. Parfois même, on a des sépultures doubles comme celle-là, à Cavzé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver dans le registre néandertalien. Alors allons voir ce qui se passe un petit peu plus tard le long de cette ligne évolutive des hommes modernes. Ils vont, il y a à peu près 50 000 ans, commencer à se répandre hors d'Afrique.
ils vont peupler l'Eurasie, puis l'Australie, puis plus tard les Amériques, et ils vont remplacer toutes les autres formes d'humanité qui existent dans ces régions du monde. Et au cours de cette expansion, ce qu'on voit apparaître, c'est pour le coup des formes d'art, ce que nous appellerions de l'art, et en particulier des représentations animales ou humaines, qui sont des représentations qui ne sont pas des représentations réalistes en général, sont des représentations déformées et parfois même des représentations d'êtres complètement imaginaires, comme ce fameux homme à tête de lion qui vient de Hohenstein-Stadel en Allemagne. Alors, du côté néandertalien, le registre est beaucoup plus pauvre et on s'interroge pour savoir quelle est la signification d'ailleurs de ces découvertes. Alors, dès le moment de la divergence avec les hommes modernes, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, on a quelques objets comme celui-là qui sont des objets, sont des outils. Par exemple, ici, un biface où on a un coquillage fossile qui a été conservé sur la surface du biface. Alors, d'aucuns ont reconnu dans cet objet une espèce d'intention esthétique, c'est-à-dire que le biface aurait été fabriqué autour de ce fossile. C'est possible. Le problème, simplement, c'est que des bifaces comme celui-là, on a trouvé quelques millions en Europe, et à ma connaissance, il y a un ou deux de ces bifaces qui ont un fossile en leur milieu. Donc, on pourrait aussi supposer que c'est du pur hasard. On a aussi plus tard, au cours du Moustérien, on a des curiosités qui ont été récoltées par les hommes, des fossiles, des minéraux, et qu'on trouve à l'occasion dans certains sites. Alors, à mon avis, les deux manifestations que l'on peut probablement plus facilement ranger du côté comportement symbolique, c'est d'une part la présence de pigments dans un certain nombre de sites, surtout vers la fin du Moustérien, et cet objet un peu informe, c'est en fait un bloc de manganèse qui a été gratté pour retirer de la poudre noire, et on a des objets comme celui-là qui sont taillés en forme de crayon aussi, donc on pense que peut-être ces hommes pratiquaient des peintures corporelles ou quelque chose comme ça. Et on a aussi quelques inhumations, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces inhumations sont extrêmement simples, sont simplement un corps sans aucun objet, sans aucune structure particulière. Évidemment, on s'interroge sur la signification de ces inhumations. Alors, comme je le disais au début de mon exposé, les archéologues se débattent constamment pour savoir si, dans le fond, ce développement assez limité des comportements symboliques chez les Néandertaliens, c'est quelque chose qui relève uniquement d'un processus historique, ou s'il y a autre chose derrière, en particulier des capacités cognitives différentes. Et donc, je vais vous emmener maintenant de l'autre côté de la frontière, qui est du côté biologique. Et je voudrais vous présenter rapidement quelques travaux que nous avons menés dans mon laboratoire avec quelques jeunes post-doctorants et doctorants. Alors la liste n'est pas complète, il y a au moins une quinzaine d'auteurs qui sont impliqués dans ces différents papiers, mais je voudrais quand même citer les noms de Tania Smith, Philippe Gunz et Simon Neubauer, et puis aussi Paul Taforo du synchrotron de Grenoble qui a participé à certains de ces travaux. Alors, je voudrais vous parler d'abord du développement cérébral et surtout de son timing. L'homme a un cerveau très gros, très différent de celui des autres primates de ce point de vue-là, mais de façon à pouvoir développer ce gros cerveau, il a été obligé de passer par un certain nombre d'adaptations, et en particulier, un trait tout à fait particulier des hommes, c'est que les hommes naissent avec un cerveau qui représente un pourcentage faible de la taille de l'adulte, de l'ordre de 25%. Et ce pourcentage est très différent quand on regarde un macaque ou un chimpanzé, ce qui veut dire que, en gros, nous développons une grande partie de notre cerveau dans le milieu extérieur. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette période où nous développons ce cerveau dans le milieu extérieur ? Eh bien, c'est essentiellement le développement et la maturation de ce qu'on appelle la matière blanche, c'est-à-dire, en gros, le câblage du cerveau, toutes ces fibres qui relient des différentes parties du cortex dont on a parlé ce matin.
Et ce câblage du cerveau, il se produit alors que l'individu est en train d'interagir avec son environnement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. En particulier, la durée de cette interaction est importante. Et on sait par exemple que des enfants qui présentent des troubles du type autisme sont des enfants qui ont un développement cérébral qui se fait à une vitesse plus rapide que celui des enfants normaux. Et on soupçonne que c'est à cause de cette rapidité que ce câblage, dans le fond, ne permet pas le même genre de capacité, en particulier dans les interactions avec les autres individus, que ce qu'on trouve chez des enfants normaux. Vous voyez que le temps de développement, c'est quelque chose qui est important au début du développement cérébral et puis aussi tout au long de l'enfance et de l'adolescence. J'ai pris ce schéma de publication de Jean-Pierre Changeux et de Bourgeois. Et ce que vous montre ce diagramme, c'est le nombre de connexions synaptiques qui se produisent au cours de la vie, à partir autour de la naissance. Vous voyez qu'il y a une augmentation très très rapide du nombre de connexions synaptiques, ensuite un plateau pendant l'enfance, et puis au moment de la puberté, on fait une espèce de sélection de ces connexions, on en supprime un certain nombre, puis on renforce les autres. C'est ce qui fait que il est beaucoup plus facile d'apprendre une langue étrangère, disons, avant 10-12 ans, que de l'apprendre à 50 ans. Et évidemment, vous imaginez que l'âge à laquelle la puberté intervient dans différentes espèces d'hominidés peut avoir une importance sur ses capacités d'apprentissage ou de transmission de savoirs complexes. Alors pendant très longtemps, on a été incapable de mesurer ce temps de développement chez les fossiles. Et une solution, en fait, a été trouvée il n'y a pas très longtemps dans l'analyse des microstructures dentaires. Si vous regardez une dent humaine au microscope électronique, vous voyez à la surface des espèces de stries qui se poursuivent à l'intérieur de la structure de l'émail et de la dentine. Et pour parler simplement, ces tissus, on peut se les représenter un petit peu comme une pièce de bois avec des stries d'accrétion, alors qui ne représentent pas des années, qui représentent en gros des semaines. C'est une période qui est entre 6 et 10 jours, qui varie d'un individu à l'autre, mais qui est constante pour un individu particulier. Et si on va à l'intérieur de ce que les anatomistes appellent des stries de Retzius, on trouve des striations plus fines, dont on a montré expérimentalement qu'elles correspondent à un rythme circadien, c'est-à-dire qu'elles se forment chaque jour. En d'autres termes, en les comptant, on peut compter le nombre de jours de formation de ces tissus. On trouve aussi à l'intérieur de ces microstructures des lignes d'accrétion qui sont plus marquées. Et elles sont plus marquées parce qu'elles correspondent à des lignes de stress particuliers. Et en particulier, si vous ne le ferez pas évidemment, mais si vous preniez votre première molaire, que vous en coupiez une tranche et que vous la mettiez sous un microscope, vous trouveriez qu'à peu près 3 semaines après le début de la formation de votre germe dentaire de la première molaire, eh bien, il y a une strie très marquée qui correspond au jour de votre naissance, qui est un jour de stress pour la maman, mais aussi pour le bébé. Et il suffit donc de compter les lignes d'accrétion après la naissance pour, en gros, estimer précisément le temps de développement d'un individu. Alors, évidemment, les conservateurs de musées n'aiment pas tellement qu'on coupe des dents de néandertaliens, mais grâce à l'utilisation du synchrotron, on est capable aujourd'hui d'extraire virtuellement des fragments de tissu dentaire et de visualiser ces microstructures. Ce que vous voyez là, c'est l'extraction d'un bloc d'émail d'une dent d'Homo sapiens archaïque du Proche-Orient. Voilà les prismes d'émail. Et en utilisant une méthode de visualisation particulière, on peut faire apparaître ces stries d'accrétion journalière, les compter et donc établir la vitesse de développement. Et quand on fait ça, eh bien, en comparant des séries d'hommes modernes anciens ou actuels et puis des néandertaliens, eh bien, on se rend compte que la vitesse de développement, en tout cas pour ce qui est de la denture, est très différente. En gros, un néandertalien qui a l'air d'avoir 16 ans quand on regarde son stade de développement, en réalité, quand on mesure ce temps de développement, eh bien, il a environ une douzaine d'années. Et donc ça suggère un temps de développement
beaucoup plus rapide chez les Néandertaliens que chez les hommes modernes. Alors pour ce qui est du cerveau lui-même, on a eu longtemps des difficultés à quantifier les changements de forme. On sait qu'il y a des différences entre un cerveau d'homme moderne et un cerveau de Néandertalien. On n'a pas le cerveau, évidemment, mais on a la boîte. Et cette boîte, on peut mesurer sa taille, on peut aussi mesurer, regarder sa forme. Ce qu'on voit en gros, c'est que les hommes modernes, ils ont des différences dans la région pariétale, qui est beaucoup plus protubérante, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le crâne. On a aussi un cervelet qui a une morphologie différente, mais pendant très longtemps, on n'avait pas vraiment de moyen de mesurer ça. Alors grâce à la morphométrie 3D, c'est-à-dire à l'utilisation de réseaux de landmarks que l'on distribue, qu'un ordinateur distribue sur la surface d'un objet complexe comme ça, on peut traiter, avec des outils mathématiques, la distribution des coordonnées dans l'espace de ces landmarks, et on peut réellement mesurer les changements de forme qui se produisent. Alors quand on utilise des séries ontogéniques, c'est-à-dire des bébés néandertaliens et puis des enfants néandertaliens, des adultes néandertaliens, des séries de comparaisons modernes, on observe quelque chose de très intéressant. D'abord, les néandertaliens et les hommes modernes, à la naissance, ont un cerveau qui se ressemble beaucoup. Il a à peu près la même taille et à peu près la même forme. Mais ensuite, quand on regarde le développement vers la forme adulte, eh bien, ce qu'on observe, ici on a donc un diagramme qui vous montre les deux premières composantes principales de cette distribution des coordonnées de points. On observe que les néandertaliens suivent cette trajectoire courbe que vous voyez là pour atteindre la morphologie adulte et qui est une trajectoire parallèle à celle qu'on observe chez d'autres primates. Donc en gros, ils fabriquent un gros cerveau, mais j'allais dire avec la vieille méthode traditionnelle qui a été utilisée par les hominidés depuis toujours. Chez les hommes modernes, on a aussi ce mode de développement, mais ce mode de développement se produit seulement après la première année de vie. Et entre la naissance et la première année, eh bien, les hommes modernes ont rajouté une étape, une phase supplémentaire, cette phase qui est représentée ici par ce segment vertical, et on peut visualiser exactement ce qui se passe le long de cette phase-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, ce qu'on voit, c'est que dans cette phase initiale, ce qui se met en place, eh bien, ce sont les changements morphologiques que l'on va voir ensuite chez l'adulte. Donc, ces différences dans la morphologie des bosses pariétales ou du cervelet, ce n'est pas quelque chose qui se produit graduellement au cours de la croissance, non, c'est quelque chose qui se produit tout de suite. Et évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de ce développement du câblage cérébral, on pense que ces phases initiales du développement du cerveau sont très importantes pour le développement d'un certain nombre de capacités. Alors, hier, on vous a expliqué que les régions pariétales étaient impliquées dans le calcul, dans le langage. J'ai pris cette image dans une publication récente pour vous dire qu'il y a beaucoup de fonctions possibles qui passent par ces régions qui sont différentes chez les hommes modernes et chez les néandertaliens. Disons que pour un certain nombre d'auteurs, les régions pariétales, c'est un espace de centre d'intégration des informations qui permet de se faire une représentation intérieure de la réalité extérieure. Je vous donne ça pour ce que cela vaut. Alors il y a une donnée supplémentaire qui a été apportée il n'y a pas très longtemps et qui convient d'ajouter à ces données anatomiques, sont les informations qui viennent de la paléogénétique. Je pense qu'il vous a été impossible d'y échapper. Vous savez qu'on a séquencé à peu près les 3/4 du génome nucléaire néandertalien et on a beaucoup parlé pour discuter des problèmes d'introgression de gènes néandertaliens dans le génome moderne ou vice-versa. Il y a un aspect de ces travaux qui a été moins mis en avant par les médias, mais sur lequel je voudrais insister un peu plus, c'est le fait qu'on a listé quand même un certain nombre de gènes qui se présentent chez les néandertaliens sous une forme qui est inconnue dans la variation des allèles modernes. Alors, il y a un certain nombre de ces caractères qui sont
liées à des aspects du métabolisme énergétique ou de la peau ou des fanères, de la pigmentation, des choses comme ça. Mais j'attire votre attention avec ce trait de feutre rose là sur sur cette série de gènes que l'on trouve ici là. Celui-là, je l'ai loupé. Il y a 2 ou 3 gènes qui sont chez l'homme moderne, lorsqu'ils sont altérés, lorsqu'ils sont mutés, qui entraînent des problèmes dans le fonctionnement du cerveau. Et on sait donc, alors je ne suis pas en train de vous dire que les Néandertaliens sont autistes ou schizophrènes, mais simplement ce que je voudrais vous mettre en avant, c'est qu'on a des données génétiques qui confirment dans le fond ce que nous donne l'anatomie et la paléontologie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose probablement dans le développement cérébral qui est génétiquement codé et qui est différent chez les Néandertaliens et chez les hommes modernes. Donc ces gènes, ils ont muté dans la lignée qui mène aux hommes modernes. Soit dit en passant, on ne sait pas très bien quand ils ont muté. Ils ont peut-être muté il y a seulement 50 000 ans ou 100 000 ans. Ils n'ont pas forcément muté juste après la séparation avec les Néandertaliens. Alors pour finir, je voudrais vous montrer quelque chose qui est assez, je crois, intéressant et important à garder en tête dans cette discussion. C'est ce qui s'est passé au moment où les hommes modernes sont arrivés en Europe et au moment où ils ont développé toutes ces représentations, ces images, ces statuettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors les hommes modernes, en Europe, on les associe de façon assez certaine à l'expansion de cette tache bleue que vous voyez, qui est l'Aurignacien. On soupçonne qu'il y avait des hommes modernes qui étaient déjà arrivés un petit peu avant, mais disons, pour simplifier, il y a 40 000 ans, on a des hommes modernes qui peuplent une grande partie de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. Autour de ces hommes modernes, on a des industries lithiques qui ont été identifiées dans différentes régions d'Europe et qui se trouvent prises en sandwich entre des niveaux moustériens qu'on sait avoir été fabriqués par les Néandertaliens et puis des industries laissées par les hommes modernes. En général, on ne sait pas par qui elles ont été fabriquées, ces industries, sauf dans un cas qui est celui du châtel péronnien, où on a, c'est une industrie qui est connue essentiellement en France et dans le nord de l'Espagne, et on a 2 gisements dans le châtel péronnien où on a trouvé des restes de Néandertaliens. Et donc on a là des industries qui, par certains de leurs traits techniques, se rapprochent du genre de production technique des hommes modernes, mais qui ont été fabriqués par les derniers Néandertaliens. Et en particulier, il y a un gisement qui est très célèbre, qui est constamment débattu dans la littérature, c'est le gisement d'Arcy-sur-Cure, qui a été longuement fouillé par le professeur André Leroy-Gourhan, qui a été professeur dans cette maison. Et dans ce gisement d'Arcy-sur-Cure, on a des niveaux châtel-péroniens coincés entre du moustérien et de l'aurignacien. Et dans ces niveaux châtel-péroniens, on a, alors c'est un cas quasiment unique, on ne connaît que quelques autres exemples, on a des objets de parure qui ressemblent beaucoup aux objets de parure fabriqués par les hommes modernes de l'aurignacien. Alors, il y a pas mal d'années de ça, ça a été une de mes premières publications, j'allais dire, relativement visibles, en utilisant en particulier des techniques d'imagerie, on a été capable d'identifier les restes humains très fragmentaires qui étaient livrés par ces niveaux châtel-péroniens comme des restes néandertaliens. Et donc, vous imaginez que ce gisement est extrêmement débattu parce que, en gros, il y a un certain nombre de chercheurs qui même contestent l'association de ces restes néandertaliens avec ces objets de parure. On parle de problèmes de contamination de niveau, de problèmes de datation, de choses comme ça. Mais je pense que dans l'état actuel des choses, l'hypothèse la plus simple pour expliquer l'apparition de ces objets chez les derniers Néandertaliens, au moment où les hommes modernes arrivent en Europe, eh bien, c'est le fait qu'il y a une diffusion au sein des populations néandertaliennes de nouveaux comportements qui sont apportés en Europe par ces hommes modernes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fantastique parce qu'on a quand même affaire à 2 groupes d'hominidés qui ont été séparés pendant 1,5 million d'années et qui se trouvent en contact, et on voit les uns qui commencent à faire des choses que les autres font à côté. Ce n'est pas seulement dans le domaine d'ailleurs des objets de parure, on a aujourd'hui aussi quelques données sur la production lithique qui viennent,
en soutien de cette idée. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de cette histoire d'objets de parure chez les derniers Néandertaliens? Je vous l'ai dit, on en connaît des quantités chez les hommes modernes. Eh bien, quand on regarde des analogues modernes, eh bien, on se rend compte que ces variations qu'on observe dans les objets de parure, eh bien, très souvent, c'est quelque chose que les ethnographes et les ethnologues ont décrit depuis très longtemps. C'est quelque chose qui, dans le fond, rend compte souvent de frontières culturelles entre des groupes linguistiques, par exemple, dans différentes régions du monde. Et pourquoi? Eh bien, parce que ces objets de parure, ce sont des marqueurs personnels, soit du statut d'un individu à l'intérieur d'un groupe, soit des marqueurs du groupe lui-même. Et donc, on peut s'amuser à faire des cartes de distribution de ces objets et d'essayer de les faire correspondre avec d'autres divisions culturelles. Alors, on sait, dans le Paléolithique supérieur de l'Europe, avec les hommes modernes, qu'on a ce genre de territoire qu'on suppose être peut-être des groupes ethnolinguistiques du passé, mais probablement que les Néandertaliens eux-mêmes, en tout cas les derniers d'entre eux, ont aussi ce genre de différenciation culturelle. Et de fait, à la fin du Moustérien, avant même l'arrivée des hommes modernes, on reconnaît déjà en Europe occidentale, en Europe centrale, ce qui semble être des espèces de traditions culturelles contemporaines avec des frontières assez bien marquées. Et cela nous entraîne à nouveau de l'autre côté de la frontière entre biologie et culture, du côté de la génétique. Pourquoi? Eh bien parce que cette différenciation culturelle chez les hominidés, on soupçonne que ça a une influence sur les révolutions biologiques sur leur évolution biologique elle-même, et en particulier sur leur diversité génétique. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la taille de la population effective? Alors, classiquement, on pense que la faible taille de la population effective chez les hommes modernes ou chez les Néandertaliens, c'est lié à des goulots d'étranglement démographique, une espèce de crash démographique, avec un tout petit nombre de survivants, puis une expansion nouvelle. Avec un postdoc de Leipzig qui s'appelle Luc Prémaux, nous avons montré qu'en fait, par simulation, qu'en fait, le fait d'avoir des frontières culturelles, des frontières linguistiques, à travers lesquelles les échanges, en particulier de partenaires, les mariages, se font de façon moins importante qu'à l'intérieur du groupe, eh bien, ça a une influence sur la taille de la population effective. Et c'est peut-être, en fait, la complexification de la diversification culturelle chez les hommes qui explique en partie certains traits de leur diversité génétique. Alors, pour finir, je voudrais insister sur deux points. Je ne sais pas si on aura le temps de les discuter pendant les questions, mais ce sont deux points qui me tiennent à cœur. C'est le fait que l'évolution humaine, c'est un processus bioculturel et qu'on ne peut pas la traiter en ignorant l'une des deux jambes du processus. Et c'est une construction de niche, c'est-à-dire que, en gros, les hommes fabriquent leur propre environnement et un certain nombre de leurs caractères biologiques sont nécessaires à la construction de cet environnement, mais en même temps, ils sont la conséquence de cette construction. Et en particulier, le fait qu'on ait une croissance très prolongée avec un mode de développement du cerveau très particulier, c'est quelque chose qui est rendu possible par notre capacité technique, mais de façon rétroactive, c'est aussi ce mode de développement du cerveau qui rend nos capacités cognitives aussi élevées. Et puis, alors, ça c'est quelque chose aussi qui est, j'allais dire, qui n'existait pas dans notre façon de penser il y a encore pas très longtemps. Non seulement l'évolution humaine n'est pas un processus linéaire, c'est un processus arborescent, mais maintenant on commence aussi à envisager qu'entre ce que l'on a considéré entre guillemets comme des espèces, eh bien il y a, peut-être de façon limitée, mais des transferts de matériel génétique ou de comportement.
Alors pour finir, je voudrais vous montrer cette image. Vous voyez, j'ai été absolument sans vergogne. J'ai volé un des orateurs d'hier cette citation de Kurt Mislow. Et simplement pour souligner que dans tous ces débats qu'on a à propos des Néandertaliens, des hommes modernes, de leurs capacités cognitives ou supposées, je pense qu'on a un peu trop tendance, peut-être parce que la passion s'en mêle, à radicaliser les opinions, à avoir des opinions en noir et blanc, hein, dans le gros en accordant ou en refusant aux Néandertaliens un certain nombre de capacités cognitives. Je crois que le problème n'est pas seulement de savoir s'ils étaient capables ou pas capables de faire telle ou telle chose, mais le degré auquel ils ont développé ce genre de comportement. Et il y a certainement une forme de comportement symbolique que les Néandertaliens n'ont pas développée, eh bien, c'est cette forme de recréation du réel, sous la forme d'images, par exemple, que les hommes modernes ont poussé très très loin. Et je termine avec ce tableau de Paolo Uccello, qui est la bataille de San Romano, qui est à la fois une sorte de représentation réaliste du réel, avec pour la première fois l'utilisation de la perspective dans ce genre de tableau, mais en même temps, évidemment, un objet de propagande, un objet qui a une fonction de prestige pour celui qui l'a commandé, etc. Et ce qui me semble manquer complètement dans le registre néandertalien, et je pense que les Néandertaliens voyaient le monde d'une façon très différente de la nôtre, eh bien, c'est, je crois, surtout l'utilisation des images et l'utilisation de cette capacité à refabriquer le réel intérieurement. Merci.